Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous accueillons Andrei Popov, directeur adjoint du Forum culturel autrichien depuis 2019. Précédemment, Andrei Popov fut le responsable communication de l'Institut français à Bucarest. Et avant de travailler pour ces deux institutions culturelles, il fut journaliste pendant plus de 20 ans pour le service français de Radio Romania International. C'est donc aussi et surtout un homme de radio que nous recevons aujourd'hui. Andrei Popov, bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité ici dans ce studio que j'adore. Et c'est vraiment une sorte de Madeleine de Proust que j'aime énormément, franchement. Oui, qui revient, ouais. Ouais. Alors, précisément, avant de rentrer un peu plus en détail dans votre intimité professionnelle, je dirais, les changements de carrière que vous avez opérés m'intéressent particulièrement. Comment vous les avez vécus et comment vous continuez à les vivre. Je crois que vous avez une actualité intéressante à nous raconter, si je ne me trompe pas, qui se situe non pas à Bucarest, mais un peu plus à l'intérieur du pays. Oui, effectivement, dans le travail que je fais actuellement, il est extrêmement important de créer des choses, de créer des opportunités, de nouer des dialogues, de pouvoir ouvrir des portes qui puissent déboucher ou aboutir à toutes sortes de coopérations et de collaborations. Et c'est ce qui me fait aussi, entre autres, continuer sur ce chemin que j'ai pris il y a un petit moment. Effectivement, on vient d'inaugurer un centre culturel, un centre de projet culturel à Sfântu Gheorghe. Mais pas le Sfântu Gheorghe, le petit village qui se trouve dans le delta du Danube, mais dans le chef-lieu du département de Covasna. Sfântu Gheorghe, c'est une ville qui, malheureusement, est un tout petit peu ignorée par les instituts culturels étrangers actifs en Roumanie, et c'est extrêmement dommage. Et à l'initiative des autorités locales, avec d'autres collègues du cluster, comme on l'appelle, EUNIC Roumanie, c'est-à-dire le regroupement, le réseau des instituts et des institutions culturelles et diplomatiques européennes qui appartiennent aux États membres de l'Union européenne. Nous avons... qui sont implantés ici en Roumanie. Qui sont implantés, bien évidemment, ici en Roumanie. Nous avons uni nos forces, pour ainsi dire, pour contribuer à l'inauguration de ce centre culturel. Et c'est extrêmement intéressant de pouvoir arriver dans des endroits où le public ne nous connaît pas du tout. À part, bien évidemment, dans le cas présent, l'Institut culturel hongrois, l'Institut Liszt, qui a une antenne dans cette ville, les autres instituts européens n'étaient pas vraiment présents à cet endroit-là. Et donc, du coup, on s'est dit qu'on va partir à la découverte et à la recherche de nouveaux publics, de nouvelles manières de concevoir la vie, de concevoir la culture également. Et c'est ce que nous faisons depuis déjà 2 mois. C'est incroyable comme le temps passe vite. Et donc, nous avons réussi à animer ce centre culturel qui se trouve dans une ancienne friche industrielle. C'est l'ancienne fabrique de cigarettes de la ville, pas une fabrique de tabac, mais de cigarettes, soyons très clairs. Qui est un monument historique, fin 19e, début 20e, et qui, grâce aux autorités locales, encore une fois, retrouve un tout petit peu une nouvelle vie. Une nouvelle, pas sa superbe, pas forcément sa superbe, mais une nouvelle vie. Et c'est extrêmement intéressant de pouvoir proposer à ce public qui est entièrement nouveau pour nous, des expériences culturelles, des concerts, des expositions, etc., qui puissent leur donner une autre image des pays que nous représentons. Et c'est à travers cet endroit qui a déclenché votre intérêt ? L'intérêt du Forum culturel autrichien ? Oui, effectivement. Donc, à part
ce contact, à part cette coopération avec les autorités locales qui sont le propriétaire de l'endroit, l'entité qui gère carrément ce projet, c'est le théâtre Andrei Mureșanu, qui est une des institutions du spectacle vivant en Roumanie les plus actives et les plus dynamiques. Et ce fut une idée conjointe, autorité locale, théâtre Andrei Mureșanu, à travers sa directrice générale Anna Maria Popa et Forum culturel autrichien et les autres membres de NIC Roumanie qui ont concouru à cette synergie ayant abouti à ce centre culturel. Et je trouve que c'est là, franchement, si on doit parler mission, c'est là la mission principale des institutions culturelles étrangères, à susciter justement des vocations, à susciter un dialogue, à encourager un dialogue, à encourager une coopération et à trouver des endroits qui ne sont pas explorés. Voilà, et notamment ailleurs que dans les grandes villes. Tout à fait. Les grandes villes commencent à être saturées d'événements culturels. C'est une longue discussion par rapport à ça, mais cette saturation, on la ressent, franchement, dans notre activité. Et je trouve, d'autre part, que les publics de villes plus petites, moyennes, petites, des publics dans le milieu rural, des publics qui ne soient pas forcément confrontés à une offre culturelle aussi riche que dans les grandes villes, quoi qu'on dise. Je trouve que c'est là l'intérêt, en fait, de travailler et d'approfondir une action culturelle, une action de diplomatie culturelle qui soit consistante et dense et cohérente. Elle est comparable à quelle petite ville en Roumanie? Il y a combien d'habitants? Sfântu Gheorghe. Oui. Sfântu Gheorghe se trouve est à environ il y a une cinquantaine de milliers d'habitants, avec c'est là la chose la plus intéressante en ce qui me concerne, c'est que là-bas on a vous savez qu'on parle beaucoup en Roumanie et ailleurs de minorité, majorité, etc., etc. Et alors là, on est dans une situation un tout petit peu inversée par rapport à la règle, en fait, à la norme de ce pays. C'est-à-dire, là, c'est la communauté hongroise qui est majoritaire. On parle, en fait, d'une communauté qui compte environ 70% d'habitants, alors que la communauté roumaine est à une vingtaine, à près de 20%. Ils parlent surtout hongrois? On parle à la fois hongrois et roumain. On est abordé dans les magasins, dans la rue, dans les deux langues. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant et extrêmement riche. Culturellement parlant. Et c'est autour de ça qu'on va travailler une assez grande installation qu'on va proposer en août, fin août, et qui s'appelle Democracy is Fun. Et qui est dans cet endroit, dans cette fabrique de cigarettes. Voilà. Et on a commissionné 2 artistes autrichiens qui, à leur tour, ont commissionné des artistes roumains, des artistes hongrois, des artistes allemands et polonais, et qui vont travailler ensemble dans l'ensemble de cette fabrique de cigarettes. Et ça va être assez intéressant parce qu'ils vont parler justement des problématiques qui sont extrêmement importantes et chaudes, je dirais. Sur plusieurs jours. Sur plusieurs jours. Le projet doit démarrer le 25 août et s'achèvera début septembre. Et peut-être il va être prolongé par la suite. Ça dépend aussi des disponibilités techniques de l'endroit et des partenaires. Et pour plus d'informations, Forum culturel autrichien. Tout à fait. Le moment venu. Le moment venu. Mais franchement, cette idée de travailler sur l'espace démocratique et sur les comportements démocratiques en Roumanie et en Europe, en ce moment délicat,
je dirais, c'est extrêmement important pour nous. Mais bienvenue, oui. Alors, on va élargir un petit peu notre conversation. Au-delà de l'actualité. Oui, ou peut-être pas nécessairement, mais en tout cas, merci d'avoir. Je suis content qu'on ait fait un petit focus. On a commencé par un petit focus sur Sfântu Gheorghe, sur ce que vous allez faire là-bas. Andrei Popov, on entend souvent que la culture est sous-financée, que l'État roumain ne la considère pas comme une priorité quand il daigne de la considérer. De la même façon que beaucoup d'ONG et associations en Roumanie compensent l'absence des pouvoirs publics dans bien des domaines, diriez-vous que les institutions et centres culturels étrangers remplacent en partie ce manque d'intérêt pour la culture de la part de l'État? Et au final, qu'est-ce que cela génère pour l'univers culturel roumain dans son ensemble? Les instituts, soyons très clairs dès le départ, les instituts culturels étrangers, quels qu'ils soient, de quel pays qu'ils soient, n'ont pas vocation à remplacer quoi que ce soit dans l'écosystème culturel d'un pays. Faits. Ni dans les faits. Mm-hmm. Et c'est là, c'est-à-dire que nous n'aurons pas le temps en fait de développer ce sujet qui est extrêmement complexe et qui est extrêmement, comment dirais-je, divers. On va juste effleurer quelques pistes de discussion. Tout d'abord, il faut qu'on soit clair dès le départ. Les instituts culturels étrangers représentent et mettent en œuvre des stratégies culturelles d'un pays, quel qu'il soit. Chaque pays, la Roumanie comprise, la France, l'Autriche, l'Allemagne, etc., ont, ces pays, chacun, leur propre stratégie, qui, certes, sont sous-tendus par des valeurs communes qui sont valables à la fois pour eux, pour ces pays, pour la Roumanie y compris, justement grâce à son appartenance à l'Union européenne. On parle de valeurs qui sont communes et c'est très important. C'est pour ça en fait que je dis que il faut unir nos forces. Vous parliez unique. Exactement. Donc, regroupe des institutions culturelles étrangères, justement parce qu'on se regroupe tous autour d'un dénominateur commun qui sont les valeurs européennes qui doivent, et j'appuie sur ce mot, qui doivent régir nos activités et nos actions. Mais les instituts culturels œuvrent d'une part pour cette cohérence européenne, pour la mise en œuvre de ces valeurs qui nous sont communes, mais en même temps, ils mettent en œuvre des stratégies qui sont très particulières et qui varient d'un pays à l'autre. Et c'est tout à fait normal, parce que ce qui doit être compris dès le départ, c'est que ces instituts culturels et ces institutions investissent dans la culture l'argent du contribuable des pays en question. Et c'est extrêmement important et on est les premiers gardiens, si vous voulez, de la sagesse de cet investissement qui ne doit pas être perdu de vue à aucun moment de notre activité, où qu'on soit et quoi qu'on fasse. Quand vous dites que ces instituts, quand vous posez la question si ces instituts peuvent compenser en partie un quelconque désengagement ou manque de financement de la part de quelques pays que ce soit. De la Roumanie, de l'État roumain. De l'État roumain, mais on peut parler aussi d'autres pays. Ça dépend de la manière dont on se rapporte. Voilà, si on parle de la Roumanie, parce que nous nous trouvons en Roumanie, mais on peut parler aussi d'autres pays,
de quelle région que ce soit. Les instituts culturels étrangers sont là pour apporter un soutien à une coopération et à un dialogue entre des artistes qui se trouvent dans le pays représenté et dans le pays de destination, en l'occurrence la Roumanie, dans notre cas. Certes que il y a eu un temps où les budgets des instituts culturels étrangers étaient un tout petit peu plus riches qu'il ne l'est à présent. La sensation que moi j'éprouve de temps à autre quand je travaille avec certains opérateurs culturels roumains, c'est que on est resté dans la même logique de manque de limite du financement. Cela de la part des instituts culturels étrangers. Les instituts ont leur budget qui plus ou moins s'est rétréci d'une année à l'autre. Et ces instituts ne peuvent pas, et encore une fois, n'ont pas vocation à compenser quoi que ce soit. Non, ça j'ai bien compris. Mais dans les faits, excusez-moi, Andrei Popov, quand je vois, alors je prends un exemple, le premier exemple qui me vient sous la main et le plus facile, quand je vois l'action de l'Institut français à Bucarest. Oui. Je pense notamment au cinéma Elvire Popescu. Oui. Quand on voit comment les cinémas d'art et d'essai, sur les 15 dernières années, on va dire, ont beaucoup de cinémas, je pense au cinéma qui était sur le boulevard Magueiro par exemple, ont disparu. Il en reste très peu et on voit comment ce cinéma par exemple d'Elvire Popescu, à côté du cinéma Union, de la Cinémateca Euphorie et bon, Cinéma Europa, j'en oublie peut-être, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est ça ma question, c'est-à-dire que quand même, on voit là, je trouve que c'est un bon exemple de cette compensation. C'est une compensation, mais c'est une compensation justement symbolique. L'Institut français, puisqu'on parle de lui, il a l'opportunité d'avoir une salle de cinéma dans laquelle il peut offrir au public bucarestois une programmation cinématographique qui ne trouve pas forcément sa place dans les grands cinémas, les grands multiplexes roumains. Mais ce n'est pas une compensation du tout, à mon avis. C'est juste un service public qui est rendu et qui se trouve dans la vocation de l'Institut français. Je comprends bien. Mais en tout cas, vu de l'extérieur, on ne peut pas compenser. C'est-à-dire que un cinéma, le cinéma Elvire Popescu ne pourra pas compenser c'est sûr, à terme on est bien d'accord. Un réseau de cinéma d'art et d'essai qui soit développé en Roumanie ou à Bucarest. Je vais poser ma question différemment, Andrei Popov. Est-ce que vous pensez que l'État roumain ne finance pas suffisamment la culture déjà ? Ce n'est pas dans la position dans laquelle je suis. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Ce que je peux dire, c'est que j'aimerais bien que les opérateurs culturels locaux, c'est-à-dire roumains, entrent un tout petit peu plus dans une logique de coopération avec nous et de dialogue avec nous. Parce que dans la plupart des cas, en ce moment, on est dans de nombreux cas, je dirais, perçus comme des bailleurs de fonds. Non, on n'est pas payeur de factures. On n'est pas non plus on n'est pas là pour boucher des trous dans les budgets, du tout. On est là justement pour un dialogue et pour une coopération. Et moi, ce que j'aimerais davantage, c'est d'avoir un dialogue justement avec les opérateurs locaux. Et je dois le dire. Le problème, c'est que nombre d'opérateurs roumains estiment que notre action... Institutionnelle ou privée également ? Les deux. D'accord. Notamment privée.
estime que les instituts culturels sont là pour offrir des fonds pour quelque projet que ce soit. Plus que ça, je suis toujours confronté à des requêtes genre qu'est-ce que 1 000 € peut représenter pour vous? C'est un tout petit peu bizarre quand je leur dis que ça représente énormément et que moi je regarde le budget et que 10 € comptent pour moi dans ce budget-là. Quand je vous entends parler, maintenant je comprends mieux pourquoi vous avez insisté dès le départ, quand je vous ai posé cette question, le rôle Il y a des festivals, il y a des festivals, il y a des opérateurs, il y a toutes sortes d'acteurs culturels qui estiment que les instituts culturels, dont j'ai été confronté il y a très récemment à ce genre d'approche, sont là, justement, on leur met sur la table un projet et ils doivent le financer. Non. Je le dis très clairement, non. On est là pour encore une fois, je sais que je suis répétitif dans ce que je dis, mais on est là pour un dialogue et pour une coopération. On est tous tout à fait ouverts à travailler sur quoi que ce soit. C'est bien de le faire comprendre une fois pour toutes. Oui. Sur quoi que ce soit, à condition qu'on en parle avant. Et si le projet est cohérent, et si ce projet-là, il est, comment dirais-je, il peut être connecté d'une manière ou d'une autre aux lignes d'action auxquelles nous tous nous sommes tenus, voilà, et qui sont d'une manière ou d'une autre établies par nos centrales respectives, c'est-à-dire les organismes de tutelle qui se trouvent dans les capitales que nous représentons. Alors oui, on travaille ensemble. Peut-être pas à la hauteur financière qu'on souhaite et que nous-mêmes on souhaiterait, mais on sera là. Si par contre l'approche est voici le projet, il coûte voilà telle somme, au moins X sur ça, vous devez compenser, non. Je le dis très clairement, en ce qui concerne le Forum culturel autrichien, c'est non. Surtout s'il n'y a aucun lien avec votre stratégie culturelle. Tout à fait. Voilà, c'est et ça, il y en a énormément. Et en plus, nous tous, nous sommes là aussi pour un tout petit peu de visibilité. Et nous, on travaille sur ça. Hein. Donc, chacun de ces pays représentés par des instituts culturels souhaite arriver au plus près d'un public, aussi large que possible. Donc, on doit travailler sur cela aussi. Et donc, comment dirais-je, je ne souhaite surtout pas que je sois mal compris. On n'est pas là pour donner ni des leçons, ni pour imposer un style de travail qui soit. Non. Encore une fois, c'est non. Non. On est là... vous avez été très clair, hein, je crois qu'on a bien compris. Pour trouver un chemin commun d'entente, de collaboration, sur lequel on puisse marcher ensemble. Si on n'arrive pas à trouver un chemin commun, comme vous le dites, chaque institut a aussi sa politique culturelle qu'il doit mettre en place, parce que les financements viennent des contribuables des pays respectifs. Ça, il ne faut pas l'oublier. J'aimerais, comme je disais en introduction, qu'on parle un petit peu de vous, parce que vous êtes un personnage qui m'intéresse, Andrei Popov. Comme je le disais en introduction, vous êtes passé par l'Institut français à Bucarest. Avant d'atterrir au Forum culturel autrichien. Alors déjà, étiez-vous germanophone avant de postuler? Je suis partiellement germanophone, effectivement. Je sais que ça va... cette affirmation va en fait s'élargir dans un sourire sur le visage de nombreux auditeurs. Oui, je suis un germanophone partiel. Si je suis un francophone entier, oui. voilà.
Je suis un germanophone partiel. Quand j'ai intégré le Forum culturel autrichien... Excusez-moi, quand vous avez postulé, vous pouviez parfaitement tenir une conversation en allemand. Non, non, justement. Justement, c'est ça la particularité de l'Autriche, qui, comme nombre de pays germaniques, pas forcément germanophones, mais germaniques, ont une approche beaucoup plus détendue, on va dire, de l'emploi de leurs langues respectives dans le travail, justement, des organismes qui les représentent. J'étais en train de penser, excusez-moi, je vous coupe, des journalistes parfaitement germanophones en Roumanie, il y en a qui auraient pu prendre votre place. Tout à fait. Moi, j'ai été recruté, pas forcément pour mes qualités linguistiques, je dirais. Votre expérience. Mais moi, j'ai été recruté pour mon expérience dans le journalisme à ce moment-là, pour ce que j'ai prouvé à l'Institut français à ce moment-là, et pour ce que je pouvais faire dans cette qualité. Les Autrichiens, même si vous étiez partiellement... Voilà, ça n'a pas été quelque chose... Mais par contre, vous avez dû vous y mettre, j'imagine. Oui, bien évidemment. Comment vous avez fait j'ai pris des cours. Vous avez pris des cours, tout simplement. Quoi. Donc, au moment... vous aviez une bonne base. Donc, justement, ce que je voulais vous dire, c'est que quand j'ai intégré le Forum culturel autrichien, une vingtaine d'années s'étaient passées depuis que je n'avais mis la main, en fait, sur un livre en allemand. Et j'ai commencé, donc, le 9 janvier 2019, donc, le 8 janvier 2019, j'avais, en soirée, j'avais éteint mon ordinateur à l'Institut français. Et le 9 janvier 2019, j'ai ouvert mon ordinateur au Forum culturel autrichien. Et je me suis dit, c'est l'erreur de ma vie. Parce que l'interface, tout était dans une autre langue, voilà. Et bien évidemment, je connaissais de manière intuitive l'environnement de travail, mais j'ai dit, qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais ça m'a motivé. Mais ça m'a motivé énormément. La première année a été extrêmement difficile parce que c'était l'entrée dans un environnement culturel, premièrement, complètement différent par rapport à tout ce que j'avais vécu auparavant. Pour que les auditeurs comprennent, moi, le français est pour moi chez moi. C'est mon chez moi. Hein. Donc moi, j'ai appris le français depuis l'âge de 5 ans. J'ai fait mes études en français, j'ai travaillé uniquement en français. D'ailleurs, Laurent, c'est pour la première fois qu'on se retrouve dans cette configuration et de manière très inversée. Donc, j'ai travaillé uniquement en français. Je suis un produit, par exemple, je suis un produit d'RFI Paris. Moi, j'ai été formé par l'équipe du service formation internationale de RFI à Paris. Moi, je suis le disciple de Claire Hédon, qui est l'actuel défenseur des droits en France. J'ai travaillé entre la France et la Roumanie. Après, j'ai intégré l'Institut français et tout d'un coup, je change de pays. On va parler peut-être des motivations de ce saut, mais je me retrouve effectivement le 9 janvier 2019, je me retrouve dans un tout autre écosystème culturel. Et si au départ ça a été assez déstabilisant parce que je connaissais l'Autriche comme chacun d'entre nous, hein, donc voilà. À travers des voyages, des lectures, hein, voilà, mais il n'y avait pas eu voilà. Je me trouve dans un tout autre environnement. Et ça m'a énormément motivé. Parce que je me suis dit, si je suis parti de la radio, c'est pour me prouver à moi-même que je pouvais faire aussi autre chose. Déjà, le saut à l'Institut français, ça a été l'entrée dans un tout autre environnement professionnel, dans une toute autre logique institutionnelle. Alors, arrivé au Forum culturel autrichien, une
Une troisième logique institutionnelle et une toute autre culture. Et vous vous êtes senti soutenu, j'imagine. Énormément. C'est ça qui vous a aussi motivé à continuer. Vous savez, ce qui est très intéressant, c'est que être extérieur à une culture, c'est à la fois motivant. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer dans l'équipe de l'ambassade, du Forum, et surtout dans l'équipe du ministère des Affaires étrangères à Vienne, qui est l'organisme de tutelle du Forum culturel autrichien, des personnes qui non seulement m'ont soutenu dans mon action, dans mon travail, mais qui ont été là à n'importe quelle heure. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai continué dans cette institution, à part le fait que je fais une chose absolument exceptionnelle et pour laquelle je suis extrêmement reconnaissant à la vie, à l'univers, à ce que vous voulez et aussi à l'institution à laquelle j'appartiens et que je sers actuellement, le fait de pouvoir travailler chaque jour sur autre chose. Et c'est une chance que pas beaucoup d'entre nous peuvent se réjouir d'en avoir. Et c'est ce qui m'a fait aussi continuer en tant que journaliste. Tu connais bien évidemment, on a travaillé ensemble auparavant, donc chaque année j'ai fait autre chose. Pendant cette vingtaine d'années que j'ai passé à la radio, chaque année j'ai fait autre chose. Ici, c'est le cas ici aussi. Au Forum culturel autrichien, le fait de pouvoir découvrir et de mettre la curiosité du journaliste que je suis dans la découverte d'un pays. Et si je peux parler d'une réussite, et je ne souhaite surtout pas en fait de sembler arrogant ou quoi que ce soit, si je pense avoir réussi dans ce que je fais actuellement, c'est justement grâce au fait que j'étais complètement extérieur à cet environnement. Parce que j'ai mis non seulement la curiosité du journaliste, mais j'ai mis la curiosité du touriste et de la personne qui se trouvait à l'extérieur, complètement à l'extérieur, et qui ne connaissait pas beaucoup de cette personne, en tant que personne, de ce qu'elle pouvait découvrir. Dans ce domaine-là. Ce domaine-là. Ouais. Et alors, Andrei Popov, ce passage du journaliste, je sais que quelqu'un comme vous reste journaliste pour la vie, hein, on est d'accord là-dessus, mais ce passage du journalisme au monde institutionnel culturel, comment vous... Alors, vous avez déjà dit un petit peu comment vous l'avez vécu, mais comment vous le vivez au quotidien? Est-ce qu'il y a toujours parfois certaines choses qui vous taraudent? Est-ce que, avant de rentrer dans le studio, vous disiez vous seriez resté peut-être journaliste si les conditions avaient été optimales, et ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, comment vous vivez avec ce conflit peut-être? Quand je suis parti, non, c'est pas un conflit, heureusement. Ça l'est plus? Ça l'a été? Peut-être un tout petit peu. Non. non. Les premières années, oui. Si. Maintenant, c'est plus un conflit. Moi, je suis pas parti, encore une fois, moi, je suis pas parti parce que je voulais partir. Je suis parti parce que je voulais donner un autre sens à mon existence. Et me prouver à moi-même que j'étais capable. Je choisis avec beaucoup de soin mes mots parce que ça peut être compris de la manière dont je ne veux pas. Donc je suis parti parce que je voulais donner un autre sens à mon existence. Donc vous seriez parti du monde du journalisme de toute façon, même si les conditions avaient été meilleures? Je ne pense pas qu'on puisse partir en fait du journalisme. Je ne pense pas qu'on puisse le quitter. Du tout. Vous ne l'avez pas quitté? Non, je ne le quitte pas. La preuve. La preuve aussi dans mon activité quotidienne.
Vous êtes en lien avec lui. Ouais. Quand j'écris mes articles pour le site internet, quand je fais mes publications sur les réseaux sociaux, c'est toujours le journaliste qui joue là. C'est pas le manager culturel qui agit, c'est le journaliste. De toute manière, moi je trouve, en parlant de la radio, hein, puisqu'on est à la radio, puisque moi je suis un journaliste radio, la radio on peut pas la quitter. Quand je vois en fait le logo qui se trouve derrière vous, il y a mes petits poils en fait qui s'hérissent. Non. Et de toute manière, ce que je fais actuellement, pour ma paix intérieure, pour ainsi dire, c'est une sorte de parenthèse que j'ai ouverte il y a quelques années. Je ne sais pas quand je vais la fermer. Mais je sais pertinemment que d'une manière ou d'une autre, peut-être pas forcément, mais on ne sait pas. Je vais revenir d'une manière ou d'une autre à la radio. Et je vais vous dire une chose. Claire Hédon, l'actuel défenseur des droits en France. Quand vous dites l'actuel défenseur des droits des journalistes, c'est ça? Non, c'est la défenseur des droits en France. Non, c'est excusez-moi. Non, c'est... Claire Hédon, qui est une immense journaliste et qui est une figure incontournable des RFI. Planète Métis et Priorité Santé sont des repères incontournables de cette antenne qui ont été forgés justement par Claire. Disait à un moment, quand elle est partie, en fait, quand elle a quitté RFI, justement pour devenir défenseur des droits, il m'a dit, on s'est dit, parce que tous les deux, on n'était plus dans nos postes de journalistes respectifs, je lui ai posé la question, mais comment est-ce que tu vis ça? Et elle m'a dit une chose, voilà, je vais me permettre de reproduire, c'est pas si intime que ça. Je me dis que, et elle m'a dit, je pense que pour moi, c'est une parenthèse. Si je me dis que je ne vais plus jamais entrer dans un studio et que je ne vais plus jamais me mettre devant un micro, je vais entrer tout de suite dans une sorte de crise de dépression. Par contre, si je me dis que c'est juste un intermède entre quelque chose et autre chose, qui concerne la radio, justement, c'est un intermède pour vous aussi. C'est un intermède. Je ne sais pas combien ça va durer. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais la radio, on ne peut pas s'en débarrasser. Le journaliste non plus. Ouais. Mais pourquoi vous incitez sur la radio? Qu'est-ce qu'elle a, la radio, pour vous, qui fait que on peut pas s'en débarrasser, comme vous dites? Regardez justement cette petite lumière rouge qui se trouve là. Au moment où, quand on est journaliste radio et quand on est formé en tant que journaliste radio, et quand on est arrivé dans cette profession par la radio et à travers la radio, au moment où ce petit clignotant s'allume, le monde change de couleur, de rythme, d'harmonie, de tout. Le monde change entièrement pour la personne qui se trouve devant ce micro. En fait, devant ce micro-là, devant lequel vous vous trouvez, vous. Une sensation peut-être un peu de pouvoir enfin maîtriser le temps? Non, pas du tout. Non. D'accord. Non. On ne maîtrise pas le temps. En tant que journaliste radio, on ne maîtrise pas le temps. Le temps, ça, c'est un leurre. Pensez à la façon grand leurre dont on peut parler, le rythme qu'on peut imposer. Non, le temps, au contraire, le temps devant le micro qui se trouve là, passe extrêmement vite, beaucoup plus vite qu'ici, à ma place, là. Et on est extrêmement frustré de ne pas avoir pu tout dire
tout extraire en fait de la personne qui se trouve en face, de tout dénicher et de tout comprendre surtout. Pour moi, c'est là le grand mystère de la radio. Donc, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui me plaît dans ce métier? C'est dans ce métier. Le fait de pouvoir écouter. Le fait de pouvoir écouter des gens devant lesquels je rêvais de me trouver à un moment ou à un autre de mon existence. D'écouter des gens qui m'inspirent. D'écouter des gens qui me donnent des idées sur, je sais pas, des idées auxquelles je n'avais jamais pensé. Et c'est aussi un tout petit peu ce plaisir que je trouve dans ce que je fais actuellement, dans le travail avec les acteurs culturels et avec les opérateurs culturels. C'est pour ça que je vous dis que, en fin de compte, j'ai pas beaucoup changé en cours de route. Ce qui me plaît à la radio, c'est de me trouver dans ce genre d'espace qui est Intime. qui est extrêmement intime, qui n'est plus intime grâce justement avec l'arrivée de ces caméras, qui, Ça, à mon sens, vous l'avez connu, ça, non, les caméras. Non, quand moi je suis entré à la radio dans les années 90. Oui, mais après, quand vous avez, avant que vous partiez. Oh, oui, bien sûr, mais je ne dis pas que que ça me gêne maintenant, qui est des voilà, mais je trouve que ça a enlevé le mystère. Et la voix humaine. On ne parle pas de la même façon. Garde d'une manière ou d'une autre un certain mystère qui est dévoilé et qui est faussé par les caméras, par l'image. Souvenez-vous, il y a quelque temps, il y a une vingtaine d'années, on va dire, voilà, quand on arrivait à la radio et quand on faisait toutes sortes de choses, on jouait sur les musiques et on jouait sur les inflexions de la voix parce que justement, il y avait une histoire qui se créait. Forcément. Il fallait faire avec le son, Forcément, grâce au fait qu'on ne voyait pas les visages des journalistes. Quelle désillusion quand on a découvert les visages des journalistes. Franchement, quelle désillusion. Franchement, je parle pour moi-même, bien évidemment, mais c'est comme ça. Andrei Popov, quand j'ai dit en introduction que nous avions d'abord et surtout invité l'homme de radio, je ne m'étais pas trompé. Et merci d'avoir invité en fait le journaliste radio. Oui, je savais que l'entretien allait être surtout axé là-dessus, mais en tout cas, merci aussi de toutes les informations que vous avez données sur ce beau projet, notamment à Sventugörge que vous faites avec le Forum culturel autrichien. Ça a été un plaisir de vous avoir, et ce n'est qu'un au revoir. Andrei Popov, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de discuter avec vous et merci de votre sincérité. Merci infiniment, Laurent, de cette invitation et de nous retrouver après tellement de temps. Le Forum culturel autrichien veut dire environ 170 événements par an. Donc, il y a une offre qui attend tout le monde. D'accord. Merci. Merci Andrei Popov. Chers auditrices et auditeurs, c'est tout pour ce soir. Je voudrais une nouvelle fois remercier Horia Popescu à la technique pour cette émission. Merci à lui. Merci Andrei. Et à bientôt au Week-end Placout. Au revoir.